BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Valérie Gastaldi est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Stratégiste du bureau d'analyse Day by Day, et Sébastien Lemonnier. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Gérant action européenne chez Mansartis. Votre sentiment de marché à tous les deux, Sébastien. Voilà, on rappelle la séquence, hein, tout le monde l'a en tête, mais voilà, forte hausse depuis les plus bas de fin septembre. On reprend peut-être 10-15% facilement là sur les indices en Europe. Depuis quelques séances, voilà, on sent qu'on s'essouffle un petit peu quand on revient à 5000 points sur le CAC. Ça patine un peu dans les deux sens en fait. Je pense qu'à la fois, beaucoup d'investisseurs sont tentés de ne pas jouer contre les banques centrales, notamment en Europe, vu ce qui a pu être dit. En même temps, si on se dit que la banque centrale va intervenir, et on le voit à travers les publications européennes qui n'ont rien d'extraordinaire, elles sont pas mauvaises, mais elles n'ont rien d'extraordinaire. Ça marche pas si bien aujourd'hui, le quantitative easing, donc ça fait monter la bourse, mais moi c'est ce que j'ai plutôt tendance à penser. On a finalement, quand je regarde fondamentalement les valorisations des sociétés, on a des actifs aujourd'hui qui sont d'une partie bien pricés, dont on peut peut-être légitimer des valorisations aussi élevées, voire un peu plus élevées, mais uniquement dans une optique de banque centrale où l'argent n'est pas cher. On s'en moque finalement presque des valorisations. C'est plus le thème derrière, la visibilité qui rassure, parce qu'on investit par défaut aussi. Et puis de l'autre côté, on a tout un segment de valeurs qui sont totalement délaissées par le marché, sur lequel les hedges continuent de shorter dès que les titres remontent un petit peu. Vous parliez d'Arcelor, c'est le cas. Où là aussi, à mon sens, la valorisation aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose. Donc c'est assez compliqué finalement, parce qu'on peut aussi s'attendre, avec peut-être changement de taux aux États-Unis, à ce qu'on ait des rotations sectorielles et enfin peut-être des valorisations qui soient plus le reflet des fondamentaux. Moi, quand je regarde les publications de résultats aujourd'hui, les sanctions, les avertissements en fait sont très durement sanctionnés par les investisseurs. Moins 10, moins 20, facile. Et puis à l'inverse, si vous êtes sur le bon secteur, vous êtes plutôt récompensé. Et puis si vous êtes sur un mauvais secteur, même si vous publiez bien, moi j'ai du Burberry que j'ai rentré en portefeuille très récemment, ils ont publié ce matin, c'est 3-4% au-dessus du consensus. Ce matin le titre prend 2-3 et puis aujourd'hui on a... Parce que c'est le thème là, c'est le problème avec le thème émergent reprend le dessus. Ce qui me fait dire aujourd'hui, parce que j'ai eu pas mal de publications comme ça, qu'il faut savoir faire le dos rond. J'ai pas envie de craquer. C'est vrai que moi je trouve moins d'idées d'achat aujourd'hui parce que c'est toujours un peu la même chose. J'ai pas envie de prendre trop de risques dans le portefeuille, donc j'ai du cash. Et puis de l'autre côté, je reste plutôt concentré sur mes fondamentaux et mes valorisations. À un moment donné, de toute façon, l'histoire boursière montre que ça va se retourner. Je pense qu'on est dans un marché plus de sentiments que de rationnel fondamental. Bon, réaction à tout ça, Valérie. Puis moi, j'ai une question aussi sur vous êtes spécialiste de la finance comportementale et je trouve ça passionnant. Dans le comportement des investisseurs aujourd'hui, qu'est-ce qui joue le plus? Est-ce que c'est la Fed ou est-ce que c'est la BCE? Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a et Yellen et Draghi qui s'expriment. Draghi qui a été ultra dovish ce matin. Bon, maintenant, il pourra difficilement faire plus. On voit l'euro qui remonte, on voit les indices qui baissent. Alors que, voilà, du côté, dans le camp Yellen, le discours étant plutôt celui de la confirmation d'une hausse de taux à venir. Alors, ce qui est sûr, c'est que les investisseurs vivent et respirent avec... On se lève, on se couche avec les banquiers centraux, là. C'est assez fascinant. Et puis, il y a des réactions même parfois qui sont relativement irrationnelles. Irrationnelles dans le sens de l'analyse fondamentale, macroéconomique fondamentale, des grandes relations macroéconomiques qu'on connaît. Alors, c'est pas important pour moi, les relations fondamentales, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je fais attention à ce que l'on devrait avoir comme réaction si le monde était parfaitement pricé, évalué, si toutes les nouvelles étaient correctement évaluées. Et quand, d'un jour sur l'autre, je constate que une fois on leur dit la hausse des taux américains, les actions montent, et puis le lendemain on leur dit la baisse des taux en Europe, les actions montent, je me dis bon... Normalement, quand même, il y a un bug, là, parce que soit ça fait monter, soit ça fait baisser. Donc ça a un sens. Le sens, c'est qu'en fait, les investisseurs sont complètement sous perfusion de liquidités et que tout ce qu'ils voient, c'est les transferts d'allocation d'actifs entre les taux et les actions qu'ils envisagent possibles, parce qu'ils se disent que c'est vrai que quand on doit prendre une décision pour un client, quand on doit conseiller un client, lui dire faut acheter des obligations et vous allez rien gagner parce qu'il faut quand même payer mes frais à moi aussi, les frais de transaction, les frais de structure, etc. et que ça rapporte pas grand-chose à la base, on peut pas conseiller ça. Donc on est obligé, on se sent obligé pour
pour avoir une rémunération de faire acheter des actions. Et c'est parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. C'est par défaut qu'on fait acheter des actions. Et donc c'est vraiment ça ce qui fait vibrer en ce moment la planète finance. Alors ça peut durer un petit peu. Moi je constate quand même que là on a atteint des niveaux d'euphorie qu'on a atteints la semaine dernière, et on a commencé à corriger dès la semaine dernière. On a atteint des niveaux d'euphorie relativement importants sur les mesures de sentiment que je suis. Alors que ce soit à moyen terme ou, vous savez, fin septembre, je vous ai dit, on n'a pas une extrême de sentiment encore qui a été atteinte sur les points bas. Et sur les mesures de sentiment de moyen terme, en fait, ça n'a pas tellement changé. Les niveaux sont à peu près identiques, ça n'a pas beaucoup bougé. À court terme, on a eu un vrai retournement de sentiment, et on est arrivé sur des extrêmes de sentiments d'euphorie avant même d'avoir fait des nouveaux sommets sur le S&P. Donc la correction s'est mise en place. On a deux possibilités. Comme toujours dans les corrections, en fait, soit c'est long, et quand je dis long, ça veut dire que ça pourrait durer jusqu'au 15 décembre. Et puis on reste dans un range de 2-3% sur le S&P, donc on fait le point bas aujourd'hui potentiellement, puis après on reste à plat. Puis après, on a le rallye de Noël et les flux de début d'année. Voilà. Soit on a quelque chose plus rapide. Beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, comme le faisait remarquer Sébastien, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, de toute façon, avant les banques centrales, le marché ne peut pas baisser. Et, voilà. Quand c'est consensuel, il faut quand même toujours faire attention, parce qu'il n'y a pas eu du tout de volume sur les sommets. Juste des deux scénarios, il y en a un qui est plus probable que l'autre, parce que les derniers mouvements de rapide ont été très rapides, justement. Oui, c'est ça. D'accord, une baisse rapide. Oui, parce que la façon dont on a structuré la hausse, c'est une façon c'est deux short covering d'affilée, et c'est pas une structure de hausse suffisamment mûrie. Des rachats de short, voilà, qui ont accéléré. Deux fois des rachats de short, qui ont créé deux accélérations, qui sont avec une consolidation à plat au milieu. Donc c'est pas très solide. Il faut retourner tester le milieu. Vous parlez des publications de résultats en Europe. On n'est pas aussi avancé qu'aux États-Unis, mais on commence à avoir pas mal du stock 600 qui a publié. Sébastien, vous dites, on n'a pas de quoi être satisfait de cette saison de publication. Depuis le début de l'année, on nous dit que ça va être l'année de la croissance bénéficiaire des entreprises européennes. Alors oui, l'euro a été un peu volatile ces derniers temps, mais franchement, on n'a que du mieux sur l'euro par rapport à l'an passé, sur le pétrole aussi. Qu'est-ce qui coince là? Qu'est-ce qui a bloqué selon vous? Disons qu'elles sont pas mauvaises, mais il y a eu beaucoup moins de jolies surprises. Il y en a eu beaucoup sur le premier semestre. En effet, il fallait rattraper le fameux triptyque gagnant et les bonnes nouvelles qu'on pouvait attendre. Le marché les a quand même plutôt anticipées, et finalement sur le troisième trimestre, avec en plus le côté sentiment de défiance qui peut être à mon avis peut-être excessif sur les pays émergents, on a aussi sur l'activité aux US, sur certains secteurs où c'est pas génial. Il y a quand même dans l'industrie des niveaux de stock qui sont assez élevés. Donc je crois qu'il y a à peu près un peu moins de la moitié des publications en fait qui ont réussi à surprendre le marché. Après, moi j'ai fait un exercice un peu différent par rapport à l'aspect valorisation aussi, c'est regarder le dividende en fait aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut se dire dans ce monde de banque centrale où l'argent n'est pas cher, un rendement de 3% peut être satisfaisant, qui est à peu près le rendement du marché en moyenne. Sauf que vous allez sur des titres qui, moi, je trouve aujourd'hui relativement chers, type Nestlé, mais aussi sur des mid-cap que moi j'ai pu avoir par le passé, une société comme Mar, un grossiste en agroalimentaire. C'est des titres qui se payent à peu près 20 et quelques fois. Alors ça peut durer, mais aujourd'hui, quand je regarde le dividende, c'est à peine 3%. Et 3% net de frais, ça me fait pas grand-chose. Donc, ok, dans un monde où les taux sont à zéro quasiment, ça peut me suffire, mais ça reste quand même un investissement action risquée. Et à l'inverse, quand je regarde les dividendes qui sont aujourd'hui attractifs, c'est tout ce que le marché ne veut pas pour les histoires de matières premières, de pétrole. Moi, j'essaye de faire le dos rond. C'est compliqué sur la performance. C'est pour ça que j'ai aussi cette position de cash qui me permet de me protéger. Mais aujourd'hui, quand je regarde un titre comme Shell, j'ai pas de prévision sur le prix du pétrole, et à la limite quand il est bas ça m'arrange parce que je prends moins de risques sur le futur en quelque sorte, mais quand je vois que le rendement est quasiment proche de 7%, que le bilan est relativement fort, c'est la même chose sur Total, donc le temps je pense me donnera raison. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment le marché reconnaîtra la valeur, puisque ceux qui vous écoutent l'auront compris, vous êtes gérant value, et pour vous et pour les autres, value en ce moment, c'est compliqué là. C'est le temps. J'ai pas de boule de cristal. Donc je sais pas si ça va être dans 1 mois, dans 3 mois. Je sais qu'il y a parfois des séances de bourse qui montrent que j'ai peut-être raison, parce qu'on l'a vu, début octobre, il y a eu quelques séances de bourse où on a eu des forts rebonds. Après, je pense aussi que les hedges sont très présents sur ces secteurs-là, et quand on arrive à 7, 8, 9% de rendement sur ces titres-là, ça devient compliqué. Quand on voit un Vallourec, je veux dire, c'est déjà noir de chez noir le sentiment sur Vallourec.
qui publie. On perd encore 10% sur Valorex sur une publication aujourd'hui, c'est possible. Moi, j'ai pas de Valorex, mais j'ai du TIP. Non, mais ouais. Et finalement, Valorex, il y a aussi d'autres problèmes spécifiques. Et en fait, ce que j'allais dire, c'est que les deux stocks réagissent quasiment de façon similaire, sauf que sur un acteur comme Technip, je dois être protégé sur mon dividende, j'ai quasiment une situation net cash, mais l'histoire fait que je n'en veux pas parce que matières premières, etc. C'est là où je pense qu'il faut être très sélectif quand on est prêt à être contrariant, ce que j'essaye de faire. L'histoire me montre, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, qu'en général, le rendement, si on est sélectif, qu'on prend le bon dividende, celui qui va pas être coupé, celui qui peut être en croissance, c'est un bon signal d'achat. Donc je reste sur cette ligne-là et je pense qu'en tout cas, en termes de couple rendement-risque, il faut savoir faire le dos rond. Valérie, sur le rendement, la value versus la croissance, là, qu'est-ce qui fait que le marché passe de l'un à l'autre ? C'est à un moment donné la confiance qui bouge, confiance-défiance qui bouge. Pour le moment, dans l'ensemble, les investisseurs restent confiants. Et donc ils restent à l'écart effectivement du secteur énergie et mais vraiment moi aussi je le regarde. Mais je le scrute. J'ai proposé déjà plusieurs fois. Je dis bon, on va essayer de surpondérer et puis je suis obligée de revenir et puis de dire ça marche pas. On est au plus bas historique en ce que nous en analyse technique on appelle la performance relative, ce qui n'est pas très loin du PE relatif normalement en analyse fondamentale. C'est le plus bas historique depuis que les indices stocks ont été créés en 87. Et un autre élément, c'est la couronne norvégienne et sur des niveaux aussi de plus bas historiques. Alors, sur des devises et aussi sur des forces relatives des secteurs, en général, il faut se dire que les forces dominantes, ce sont des forces de retour à la moyenne, à long terme. Mais c'est vrai que c'est long à s'exprimer et il faut... Si on est un assureur et que de toute façon il faut qu'on achète des milliards, il faut acheter. Voilà. Quand on a moins de capitaux et qu'il faut avoir raison plus rapidement, en fait, il faut encore attendre et puis il vaut mieux arriver un petit peu trop tard qu'un peu trop tôt. Après, Sébastien, moi je pense qu'il y a deux catalystes qui peuvent intervenir et que le marché n'a pas anticipé. Alors je sais pas quand ça va arriver. Un, c'est l'OPEC. Finalement, leur stratégie de conservation, de gain de part de marché ne fonctionne pas depuis 12 mois. Je pense qu'ils ont aussi peut-être compris que l'innovation technologique dans le shale gaz fait qu'aujourd'hui ils produisent à $60 et que peut-être dans 1 an, 2 ans, ce sera 50, 40, j'en sais rien. Pour vous, c'est l'OPEP, à mon avis, c'est l'OPEP qui est en train de perdre la bataille, là. En tout cas, elle n'est pas gagnante. Et à long terme, elle ne le sera pas. Donc peut-être que ce sera la surprise demain où il y aura une réduction de leur production. Et là, je pense que ça peut être un catalyste de retournement, de sentiment du marché et on pourra s'intéresser à ces titres. Et l'autre élément, on le sait notamment sur le cuivre, sur l'acier. La Chine a des surcapacités et en fait a un vrai sujet de financer les pertes finalement de ces industries en exportant à des prix très très bas, surtout qu'aujourd'hui les mesures anti-dumping ne sont pas encore mises en œuvre, plutôt que de licencier des gens et avoir un problème social. Je pense qu'aujourd'hui, à ces niveaux de matières premières, leurs pertes deviennent très importantes et on aura peut-être à un moment donné une action, ils l'ont déjà fait par le passé, je pense qu'on l'a oublié en 2009, de compenser finalement ces pertes-là en venant acheter des matières premières en direct, ils ont un bilan quand même qui est assez solide, pour compenser justement ce qu'ils perdent et commencer à rationaliser en douceur les taux d'utilisation dans les usines. Et là aussi, je pense que ce sera des facteurs de soutien où les hedges, sans doute, en tout cas, arrêteront de shorter et peut-être que des longs commenceront à s'intéresser. Pour moi, c'est deux catalystes qui sont absolument pas attendus et que moi j'identifie comme potentiellement possibles. On marque une pause, la fin de séance dans quelques instants en direct du rouge attendu en Europe ce soir. Le CAC 40 recule de 1,8% pour l'instant sous les 4009, 4864 points. À tout de suite. Fin de séance, le fixing à la Bourse de Paris. On est sur les plus bas du jour, quasiment pour terminer cette séance de baisse. Moins 1,92% pour le CAC, 4857 points. On est à moins de 3 milliards de volume pour l'instant. On verra ce que ça donne dans quelques minutes à la marque finale sur le CAC. Xavier Robert, on vous retrouve par téléphone, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie. Bon, séance de correction assez nette. Il y a 39 valeurs du CAC qui sont dans le rouge, pour prendre l'exemple parisien. Oui, voilà, tout à fait. On a quelques exceptions, notamment Engie, qui a plutôt bien performé aujourd'hui, avec des rumeurs de relance de réacteurs en Belgique, quelque chose de plutôt bien connu par le marché, mais réaction positive tout de même. On attend, on va dire, la clarification sur ce sujet, en tout cas avec impatience. Mais vraiment, sinon pour le reste, c'est une séance de correction, une séance, on va dire, d'accalmie sur les marchés dans des volumes pas extraordinaires, même s'ils sont pas ridicules non plus. On est un petit peu moins de 3 milliards avant
avant la clôture. Donc on va terminer aux alentours des 3,7 milliards d'euros probablement ce soir. Et il faut bien noter que l'ensemble de la bourse est quand même drivé à la baisse par le secteur des basic resources et, comme on le mentionnait tout à l'heure, oil and gas également qui souffre particulièrement. Oui, effectivement, deux secteurs qui reculent de 3-4% cet après-midi en Europe. Au sein du stock 600, le CAC moins 1,9% au fixing, on le rappelle, 4857 points. Du rouge également à Wall Street, hein, Sabrina, petit coup d'œil avec vous sur les indices américains. Vous êtes du côté du Nasdaq, fin de matinée chez vous à New York, séance de baisse également pour l'instant. Avec un Dow Jones qui recule de 0,9%, on est à 17 548 points. Le S&P 500 perd 0,7%. Quant au Nasdaq, c'est un repli de 0,4% pour l'indice, avec les pétrolières qui pèsent lourdement sur la tendance. Dans le sillage, un baril de brut à New York qui recule et qui se stabilise sous les $42, moins 2,4% pour Chevron. Exxon perd 2%. Vous avez toute une série également de discours de membres de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, William Dudley ou encore Fisher, qui s'expriment dans la journée, alors que l'on s'interroge toujours sur le timing de remontée de taux, avec une probabilité de plus en plus grande sur la réunion de décembre, et des chiffres de l'emploi qui sont ressortis quasi inchangés. Mais on est toujours sur une solide tendance de ce côté-là. Enfin, rapidement, Apple, moins 0,1%. Apple qui travaille donc sur un concurrent de PayPal pour les services de paiement de particulier à particulier. Le titre perd 0,1%. Merci Sabrina, on vous retrouvera juste avant 18h, juste avant la fin de l'émission, pour jeter un coup d'œil à nouveau sur la tendance à Wall Street. Un mot du pétrole, Valérie Gastaldi, day by day. C'est vrai qu'on a eu des faux départs au cours du mois d'octobre, et puis là on revient sur des plus bas depuis 2 mois et demi. On n'arrive jamais à s'affranchir vraiment des plus bas qu'on a marqués là en août. Chaque fois qu'on repart à la hausse, c'est pour rebaisser très violemment derrière. Oui, il y a vraiment... en fait, on n'a pas encore trouvé le point bas. C'est tout ce que l'on peut dire. Continue d'être attiré vers le fond. Oui, il n'y a pas encore de demande suffisante. Alors, il y a ce qui va générer le point bas, je ne sais absolument pas. Je ne connais pas le futur. Ce que l'on sait, c'est que, en fait, il y a des niveaux de marché auxquels retourner l'équilibre entre offre et demande est beaucoup plus facile qu'à d'autres. Ce sont des niveaux sur lesquels les gens ont beaucoup plus envie de revenir à l'achat, n'ont plus envie de vendre, n'ont plus envie d'augmenter la production, etc. Le problème, c'est que ce niveau qui est clairement le gros niveau en dessous duquel je doute que le pétrole baisse, enfin voilà, vraiment ça peut pas durer longtemps, ouais. C'est 35-36 $. Alors quand on regarde les graphiques, étant donné qu'on vient il y a 2 ans, même pas de 110 $ à peu près, ça paraît tout près. Mais quand même, 50-35, ça fait... Ouais, le marché peut avoir envie d'aller tester justement un peu ces niveaux encore un peu plus bas là. Je sais pas, on va pas forcément y aller là dans la semaine, on a d'autres supports entre-temps, etc. Mais je doute sincèrement qu'on puisse avoir un retournement durable avant qu'on ait testé ces niveaux. Tout ce qui peut se passer tant qu'on n'est pas allé à ce prix-là, ce sont des rebonds du type de ce que l'on a eu. En revanche, ce prix, normalement, l'année prochaine, c'est bon, on va l'atteindre, courant 2016, et quand on l'a, on double derrière. Alors ça va pas faire non plus énorme sur les graphiques, mais on va se retrouver à 65-70, et ça va avoir un impact partout sur l'économie. Après l'inflation et tout, c'est pas la même chose. Voilà. On pourra en reparler. On va marquer ensemble la fin de séance à Paris. Moins 2% quasiment pour le CAC ce soir, moins 1,9%. Bon, évidemment, il faut remettre ça dans le contexte. On a repris 15% depuis les plus bas de fin septembre. Donc on a une correction appuyée effectivement avec les matières premières au sens large, pétrole et gaz, ressources de base. Le CAC à 4856 points. Du côté des volumes, on n'est pas sur une séance énorme sur le CAC. On est 3,6 milliards échangés dans cette séance de correction. Allez, 2 rescapés, Engie plus 1,5%, et puis Capgemini même qui arrive symboliquement à grappiller quelques centimes, plus 0,02%. En revanche, on disait pour les ressources de base c'est compliqué. À Paris, ça donne du ArcelorMittal qui recule de plus de 6%. L'euro qui monte sur la séance, alors qu'on a eu des propos de Mario Draghi ce matin, très dovish. Mario Draghi inquiet d'une reprise de l'inflation cœur en zone euro qui est en train de s'affaiblir. Voilà, il cite explicitement l'inflation hors énergie, l'euro-dollar
Star qui remonte malgré cela, plus 0,2% sur la séance, 1,0766. Bon, quelques valeurs dollars là justement qui corrigent, qui avaient bien profité du renforcement de la monnaie américaine. Airbus par exemple, moins 4%, Safran recule de 3,5%. Dans le secteur pétrolier, on a Total qui recule de 2,4% ce soir. Et puis hors CAC, on notera les premiers pas d'Amundi en bourse qui sont un succès. Dans une séance comme ça, il faut quand même le noter, hein. Le prix d'introduction a été fixé à 45 €. On termine à 46,60 € ce soir pour Amundi, donc en hausse d'un peu plus de 3%. On a Iliad dont les trimestriels sont salués, plus 2,7%. Dans les plus petites valeurs, le plan stratégique du groupe Open SS2I plaît également aux investisseurs. Le titre progresse de 2,9%. Et puis ailleurs en Europe, on a quand même quelques beaux gadins sur des warnings. Chaque jour dans cette saison de publication, on a eu notre lot de profit warning impactant des valeurs plus ou moins grosses. Là, le gagnant du jour, c'est Rolls-Royce qui chute de 20% à Londres après un nouveau profit warning. On a la utilities allemande RWE qui ratera de justesse ses objectifs financiers, mais la sanction est lourde, moins 9%. Le pétrolier espagnol Repsol qui chute de 7% ce soir. Et puis Euraseo qui publie également son troisième trimestre. Le titre recule de 5%. Et on a de meilleures choses, par exemple du côté de Zalando en Allemagne, plus 1% pour le titre. Voilà donc pour le panorama de cette séance en Europe, non exhaustif. Le CAC 40, moins 1,94% ce soir, 4856 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau. Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis. Par téléphone, Xavier Robert est toujours avec nous, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie. Sébastien, un mot de ces sanctions. Là, voilà, je disais, le gagnant du jour, ironiquement, bien sûr, c'est Rolls-Royce. Ils sont pas à leur premier profit warning, je crois, mais c'est moins 20%, là. Ouais, alors c'est pas un dossier que je connais, mais en effet. Non, mais c'est sur la sanction boursière. C'est un moment que de toute façon ils déçoivent, donc je pense qu'il y a des investisseurs qui lâchent. Je connais pas la structure de bilan, mais peut-être qu'il y a aussi un sujet. C'est le cas sur RWE. C'est un vrai sujet. Justement, quand tout à l'heure je parlais de dividendes, il peut y avoir cet attrait sur RWE, où vous avez un endettement qui est très lourd, un programme de restructuration qui est très lourd, un sujet qui est aussi politique, et le dividende là est très incertain. Donc en effet, moi, c'est pas là où je vais essayer de me concentrer. Je pense qu'il faut essayer de regarder aujourd'hui. On est dans un monde de déflation, mais c'est pas nouveau. Il y a des surcapacités un peu partout. Donc, on pointe beaucoup celle des matières premières, mais je pense qu'il y en a aussi finalement pas mal d'autres. Le pricing power dont on parle souvent quand on est investisseur stock picker, dont je fais partie, c'est un élément clairement très important. Là où je pense qu'il peut y avoir des intérêts aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des sociétés qui souffrent aujourd'hui de ces thématiques finalement qui sont un peu généralistes, mais qui ont malgré tout du pricing power, être capable de faire le dos rond encore pendant quelques mois, et à un moment donné, de toute façon, ça se retournera. Moi, j'ai un titre en portefeuille qui aujourd'hui est sanctionné d'une dizaine de %, Morgan Advanced Materials. La révision des bénéfices est que de 5-6%. Je sais que la société a du pricing power, la marge est améliorée, ils ont un bilan qui est solide, un nouveau CEO qui vient d'arriver. Pour moi, c'est une opportunité. À un moment, le marché fait la différence. Oui, parce qu'il y aura des catalystes qu'il faut être capable d'identifier. C'est sûr que d'acheter des titres parce que c'est pas très cher et que c'est délaissé, ça suffit pas. Il faut trouver ces catalystes. Sur ce titre-là, je l'ai. Il faut vraiment faire ce travail qui devient de plus en plus difficile parce qu'il n'y a pas tant d'opportunités que ça aujourd'hui, je trouve, sur le marché. Il n'y a quand même pas eu que des sanctions aujourd'hui sur les publications. Xavier Robert, on peut dire un mot d'Iliad, la maison mère de Free, avec ses 390 000 abonnés mobiles gagnés sur le troisième trimestre. Beaucoup d'entre eux doivent être les mêmes qui ont quitté SFR ces derniers mois. En tout cas, le marché ne s'y trompe pas et achète le titre là à plus de 200 € désormais. Ouais, bien bénéficié effectivement, mais comme d'autres opérateurs des contenus de SFR, mais qui étaient assez attendus finalement. Donc du côté de la société de Patrick Drahi, Iliad n'a pas particulièrement surpris sur les revenus en eux-mêmes, qui étaient plutôt en ligne avec les attentes, mais c'est ce recrutement d'abonnés, que ce soit dans le fixe et également dans le mobile, qui a été plutôt intéressant. Et donc la bourse a applaudi cette publication aujourd'hui. On parlait de Euraseo tout à l'heure. Je vais quand même signaler que Odo l'a downgradé en neutre contre achat. Non pas que les résultats étaient particulièrement décevants, au contraire, on était plutôt sur un Q3 plutôt très satisfaisant. Il est simplement que Euraseo traite maintenant avec moins de 15% de décote par rapport
sa net asset value, et on trouve que c'est pas suffisant pour une société comme Eurazeo, et ça justifie pas, en tout cas, de rester à l'achat sur la valeur. Bon, le titre Eurazeo, effectivement, un peu sanctionné. Bon, ils sont venus nous voir, hein, le directeur financier était avec nous cet après-midi. Effectivement, ils ont passé quand même plutôt un bon trimestre du point de vue de la performance économique, en tout cas de la performance des entreprises dans lesquelles ils ont des participations. On parlait d'Iliad, Xavier, on peut dire un mot de Vivendi. Ça ne veut toujours pas sur Vivendi aujourd'hui, hein, le titre est encore en baisse. C'est une occasion pour Vincent Bolloré de racheter, en tout cas pour le groupe, de racheter ses propres actions. Là, c'est ce qu'ils nous ont dit hier soir. En baisse aujourd'hui de 1,32%. Finalement, elle surperforme légèrement le marché parisien. Elle termine légèrement au-dessus des 20 €. On a vu effectivement annoncé hier soir qu'ils avaient bien mis en place, sans surprise quand même, le programme de rachat d'actions en dessous de 20 € qu'ils avaient mentionné. Donc ce niveau de 20 € peut être considéré par certains comme un espèce de niveau plancher, ou en tout cas un niveau sur lequel le risk-reward est plutôt attractif sur Vivendi. On est bien évidemment d'accord sur le sujet. Tout dépendra de la capacité de Vivendi, notamment sur le prochain trimestre, de convaincre quant à la relative déception sur les résultats du MG dont vous avez déjà parlé. Et donc nous on est plutôt confiants sur le sujet, donc on considère que le risk-reward sur ces niveaux de cours est plutôt intéressant. Bon, évidemment, Vivendi, ça fait partie des cas d'investissement, en tout cas dont on parle très régulièrement en ce moment. Sébastien, c'est un dossier qui vous intéresse? Vous êtes rentré dedans? Vous avez fait le choix de pas... J'ai regardé, parce que c'est en effet plutôt une machine à cash en quelque sorte. En somme des parties, ça paraît décoté. Malgré tout, j'en ai pas fait. Pour la principale raison, c'est la stratégie que j'arrive pas à comprendre. Je la comprenais pas il y a 5-6 ans, je la comprends pas beaucoup plus aujourd'hui. Si je prends l'exemple récent du move de prendre 2 participations simultanées dans Ubisoft et Gameloft. Enfin, est-ce que c'est une holding financière? Est-ce que c'est une stratégie industrielle? J'ai pas la réponse. Et en ça, je comprends qu'on mette une décote. Donc aujourd'hui, non, j'ai pas... Suivre aveuglément Vincent Bolloré comme peuvent le faire certains, parce que voilà, il y a toujours ces gourous dans la finance qu'on aime bien suivre. Hein, J'aime bien suivre ces gens-là. J'aime bien me dire qu'ils ont les intérêts qui sont alignés avec ceux de mes clients. Mais je sais pas aujourd'hui si c'est le cas. Est-ce que c'est pas encore peut-être que sur Bolloré, sur Colas, je voyais peut-être beaucoup mieux les choses à l'époque que sur Canal+. Est-ce que c'est des raisons qui sont vraiment économiques? Est-ce qu'il y a un peu d'ego? Je sais pas. L'histoire me montre quand même que dans les médias en général, parfois il y a des... Si je prends des exemples italiens, sur Mediaset, sur Cairo par exemple, parfois l'irrationnel prend un peu le dessus sur l'intérêt de l'actionnaire, donc je me méfie. La télé rend fou, c'est ça. Et j'investissais pas que dans ce qui est pas cher. Voilà. Bon, voilà pour Vivendi, qui préserve les 20 €. On est peut-être sur des niveaux clés, effectivement. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous par téléphone pour la clôture. Xavier Robert, responsable trading et arbitrage chez O2 Compagnie. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec nos invités pour clore ce club de la bourse. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Allez, je vous rappelle la clôture ce soir, moins 1,9% pour le CAC, 4856 points. On est en plateau avec Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis. Est-ce qu'on peut dire un mot du marché d'échange et de l'euro? Là, vous parliez tout à l'heure de ces réactions parfois bizarres de marché aux politiques monétaires, aux banques centrales, puisque c'est quand même la grande influence du moment. Je le disais, Mario Draghi là s'est exprimé ce matin, des propos encore très dovish, une inquiétude explicite sur l'inflation, et pas seulement l'inflation globale, l'inflation cœur, donc expurgée de l'énergie et de l'alimentaire. Et voilà, pourquoi c'est important? Parce que la Banque centrale, elle, normalement, son mandat, on va dire que c'est l'inflation globale. Donc citer pour le patron de la BCE explicitement l'inflation cœur, c'est déjà quelque chose de particulier. L'euro monte aujourd'hui. Non mais oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a tendu un élastique un petit peu trop? On se souvient quand on était tombé au plus bas de l'année à 1,05. Derrière, voilà, on avait eu un retour d'élastique au moment même où tout le monde ne voyait que la parité arriver. Est-ce qu'on refait un peu ce même genre de parcours là? Alors, il y a plein d'éléments qu'on peut citer. D'abord, est-ce que ces niveaux de 1,07 c'est la fin de la baisse de l'euro, de la hausse du dollar? Je ne pense pas. Je pense que on a eu une consolidation du mois de mars au mois d'octobre, disons, et que là, on a eu 2 banques centrales qui se sont exprimées en allant toutes deux dans le sens de la baisse de l'euro. Donc, bien sûr, comme on a un petit peu toutes les cartes majeures qui sont déjà sur la table, qui ont été mises sur la table il y a quelques semaines à peine, on a eu déjà 2 belles accélérations baissières. Il faut un petit peu digérer ce qui vient de se passer. Mais le sens
de la tendance, c'est le renforcement du dollar, c'est la baisse de l'euro. Donc de toute façon, il faut respecter un certain rythme, il faut attendre un petit peu et digérer, mais de toute façon, on va repartir en baisse. Et moi, je suis une admiratrice folle de Mario. Ah. Ah, mais je trouve que c'est absolument extraordinaire parce qu'en fait, il y a un truc qui marchait pas du tout dans le quantitative easing, c'était l'euro. Parce qu'en fait, depuis le quantitative easing, ils ont commencé et une semaine après, c'était le point bas de l'euro. Il n'a pas cessé de remonter tout le temps. Donc, il a repris la bonne vieille recette de 2012. Il a tapé du poing sur la table, il a dit, mais attends, faites gaffe, parce que moi, je vais mettre des taux négatifs si vous m'écoutez pas, là. Ce qu'il a déjà fait, mais il avait fermé la porte. Mais là, il dit, moi, je ressors mon taux de dépôt. Mais bon, en même temps, ce discours a beaucoup surpris. D'où la réaction sur les marchés. C'est pas du tout acquis enfin, moi, ça me paraîtrait même très très surprenant qu'il baisse les taux au mois de décembre. En revanche, qu'au mois de décembre, ils nous ressortent le martinet en nous disant attention, soyez sages, parce que sinon je vais mettre les taux en négatif à nouveau. Lui, ce qu'il veut là maintenant, c'est que l'euro continue à baisser gentiment. Il faut que le rebaisse pour lui, c'est super important. Sur les annonces là, si jamais elles se concrétisent en décembre du côté de la BCE, du côté de la Fed, c'est quoi? C'est sell the news sur les marchés ou c'est au contraire ça continue? En fait, ça dépend ce qui est anticipé avant. Si avant les annonces, on a un euro qui remonte à un 10, un 11, alors effectivement, on pourra sans doute vendre la nouvelle. Si au contraire, on a déjà anticipé et qu'on se retrouve à 1,05, non, il vaudra peut-être mieux jouer un rebond intermédiaire. Vous voyez, c'est ça, d'accord. Oui. C'est vraiment les banques centrales là, ce qu'elles disent, c'est de la déco. D'accord. Le trend, c'est un boulevard pour la baisse de l'euro, et les banques centrales ne font que faire des piqûres de rappel. Et on sait, c'est clair, l'euro doit aller plus bas. Maintenant, quand la certitude est trop claire, il y a un petit. Il y a toujours des phases effectivement de correction. Consolidation. Un boulevard pour la baisse de l'euro. Bon, la thématique reste plus que jamais en place. Là aussi, quand on est stock picker comme vous, Sébastien, ces effets de change, ils vont durer, ils vont se renforcer. C'est pas fini. Même si vous le dites, effectivement, on a eu moins de bonnes surprises qu'attendues sur ce trimestre. Là, les choses vont se remettre en place du côté de l'euro. Parce que fondamentalement, on ne doit pas avoir une forte inversion en tout cas. Je ne sais pas si c'est un boulevard, si ça va se stabiliser. Et je fais pas de prévision. Je pense que déjà le stock picking aujourd'hui est difficile. Prévoir les changes, c'est encore plus difficile. Quand là j'écoutais, finalement ça confirme aussi ce que je suis en train de dire, c'est que les valorisations, les mouvements aujourd'hui qu'on observe sur le marché, c'est le côté un peu frustrant. Il y a un vrai côté banque centrale, jeu de communication. C'est vrai que peut-être que Draghi a communiqué il y a quelques semaines, quelques jours en disant qu'il était prêt éventuellement à agir en décembre. Peut-être au moment où il savait peut-être plus si Hélène jouait vrai ou pas jouait la hausse ou pas. Et c'est là où je trouve ça, si je caricature, il y a un côté un peu gala finalement. C'est tellement c'est même plus la nouvelle, c'est carrément l'interprétation de la nouvelle éventuelle. Donc là aussi, je fais le dos rond. Il y a des sociétés qui sont parfois hedgées, des sociétés qui vont en profiter. Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de sociétés qui n'ont pas forcément encore réajusté leur prix. Donc ça pourra peut-être être une opportunité, pas juste sur l'effet de change finalement, parce que ça c'est de la translation dans les comptes, mais vraiment en termes de compétitivité. Je pense qu'on n'a pas encore forcément vu l'impact sur les sociétés exportatrices européennes. Alors il faut espérer que le marché américain ne se tarisse pas trop au niveau notamment industriel. Moi, là où j'ai pas de boule de cristal, mais j'ai quand même une vraie interrogation quand je regarde certains secteurs de la cote aux États-Unis. Alors oui, il y a de la croissance, oui, c'est des game changers, etc. Mais quand j'entends aussi que de l'autre côté, que la valorisation, on s'en moque, que les profits, c'est pas si grave parce que dans 20 ans ou dans 10 ans, ils auront une telle part de marché, je me méfie en tout cas du retournement des taux éventuels, a priori, que tout le monde attend maintenant en décembre, sur des acteurs qui sont très chers, en absolu en quelque sorte. Alors oui, ces acteurs-là, demain, sont des game changers, remettent en cause beaucoup de choses, mais est-ce que la valorisation aujourd'hui intègre déjà qu'on leur prévoit, je sais pas, 50% de part de marché à horizon 2020, avec un marché qui a déjà cru? Si c'est le cas, ça va peut-être trop vite. Et j'entends, je dis pas qu'il y a une bulle, mais j'entends parfois des choses qui me font rappeler ce qu'on pouvait entendre en 99-2000. Donc je mets un petit haut là, c'est un peu la même chose sur les biotech aux États-Unis. Yellen d'ailleurs avait dit pendant l'été, je crois que sauf que les vraies grosses biotech, là il y a des cas spécifiques sur certaines, mais les vraies grosses biopharma, elles sont pas hyper chères non plus. On sait jamais quel est le déclencheur en tout cas ça baisse, et ça peut être ce genre de choses. L'exemple de Netflix que je sors souvent en tête, la capitale boursière de Netflix est plus gros que le marché de la VOD dans le monde en 2020. Peut-être c'est correct, j'en sais rien, mais
dans un des plus beaux parcours de Wall Street cette année. Dans un moment de marché où en tout cas l'argent ne vaut rien, c'est pas grave de pas gagner beaucoup d'argent ou d'être free cash négatif. C'est la même capi que Orange que j'ai pas en portefeuille, mais Orange il va quand même générer du free cash flow et à aujourd'hui, je crois que c'est quand même 4 fois plus d'abonnés, si on raisonne en termes d'abonnés, que Netflix. Donc après la croissance d'abonnés, c'est juste des interrogations. Bien sûr, on n'achète pas la même chose chez Orange un peu et chez Netflix. De comprendre les choses, j'arrive pas à tout comprendre. Donc c'est en ça où je me méfie un peu. Valérie, juste un mot sur Wall Street. Là, quand on a vu, une hausse de taux, c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour Wall Street? Voilà. Pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. D'accord. Non, mais je sais pas parce qu'on parlait tout à l'heure des réactions. Parfois, voilà, on a acheté la baisse de taux en Europe, on achète aussi la hausse de taux. D'accord. Je trouve que sur les États-Unis, la corrélation est à peu près établie maintenant. D'accord. Le marché américain ne supportera pas une hausse des taux et va pas y arriver. Enfin, tout ce qu'on a vu, c'est ça. Hein. Sébastien, d'où qui monte. Et c'est peut-être sans doute pour ça que finalement la hausse des taux est pas encore intervenue. Elle interviendra, je pense, qu'il faut quand même l'espérer pour pas qu'il y ait de bulle, mais elle sera pas non plus complètement dingue. On est en période de préélection aux États-Unis et les marchés financiers, à la différence de la France ou de l'Europe, ont un impact sur le consommateur américain. Donc elle peut pas faire baisser trop fort le marché. Je pense que c'est là son dilemme depuis 6-9 mois finalement, quand tout le monde prévit. Elle restera à la fois data dependent et market dependent aussi, Janet Yellen, après la hausse de taux. Si elle les monte, alors c'est vrai qu'elle donne tous les signes de vouloir les monter, oui. Là, clairement. Elle n'a pas cherché à rétro-pédaler cette fois-là. Non, cette fois, elle n'a pas cherché à rétro-pédaler. Mais enfin, 15-16 décembre, on vous rappelle. Moi, la date la plus importante de l'histoire. Oh non, bon. On en met trop? On en fait trop? Vous trouvez? Moi, je crois qu'on en fait beaucoup trop. Ouais. Oui, d'abord, la communication a été tellement importante. Oui, mais derrière, c'est le rythme de hausse. C'est pas juste la première. Le débat va continuer, là. Ce sera peut-être même d'une nature encore différente. On parle d'une normalisation, on n'est pas en train de remonter les taux pour ralentir l'économie. On est juste. On ne sera pas restrictif, ce ne sera pas une politique monétaire restrictive. Voilà, bon. Rendez-vous quand même le 15-16 et puis le 3 décembre pour Mario Draghi du côté de la BCE. Dernier petit détour par Wall Street, Sabrina. Bon, ça ne m'améliore pas vraiment sur les indices américains. On est toujours en assez nette baisse là. Avec un repli de 0,9% à la mi-journée pour l'indice Dow Jones. On est à 17 538 points. Le S&P 500 de son côté perd 0,8%. Quant au Nasdaq, on est sur un repli de 0,5%. Des investisseurs qui sont pénalisés, en tout cas des marchés qui sont pénalisés par le baril de brut qui poursuit sa glissade et qui pèse sur tout le secteur. Vous avez Chevron qui recule de 2,5%. Exxon qui perd un petit peu plus de 2%. Un marché qui écoute bien sûr aussi, vous en parliez il y a quelques instants avec vos invités, ce que va dire les membres de la Réserve fédérale américaine avec plusieurs discours sur toute la journée. Et alors que l'on a eu les chiffres hebdomadaires, notamment concernant le marché de l'emploi, on est toujours sur une tendance solide, même si les chiffres étaient inchangés et légèrement supérieurs aux attentes sur la semaine passée. L'actualité entreprise avec Apple qui perd 0,1%, 116,02 $. Après, avec ces informations du Wall Street Journal concernant une éventuelle expansion de Apple Pay. Le groupe sera en discussion avec des grandes banques américaines pour lancer un service de paiement de particulier à particulier, à l'image de ce que fait PayPal, Google ou encore Facebook. PayPal perd 2,8%. Des résultats dans le secteur de la distribution. Hier, on a eu le gros gadin de Macy's avec une grosse déception. Là, en revanche, ça se passe très bien pour Kohl's, le détaillant qui publie des chiffres supérieurs aux attentes et le titre qui grimpe du coup de 6%. On aura ce soir les trimestriels de Cisco, c'est le grand rendez-vous en après-bourse. Le titre en attendant grimpe de 0,7%. On est juste au-dessus des 28 $ dans un marché baissier. Donc le Dow Jones à la mi-journée recule de 0,9% à 17 539 points. Merci beaucoup Sabrina, merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau avec nous pour le Club de la Bourse. Valérie Gastaldi, stratégiste de Day by Day, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne du Mont-Sartis, bientôt 18h, Edwige Chevrillon, Guillaume Paul, l'heure H à suivre en ce début de soirée sur BFM Business. On se retrouve demain 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.